il n'est pas très dense, hein. On va tout à l'heure voir une vidéo sur la démystification des fausses croyances. Voilà, c'est parfait. Des fausses croyances autour de l'accès à la planification familiale pour les jeunes. Je rappelle que c'est vraiment ça l'objet de notre discussion aujourd'hui, vraiment réussir à déconstruire. Et justement, je voudrais saluer vraiment chaleureusement la présence de l'imam Sarr avec nous. On va le présenter tout à l'heure, mais vraiment réussir à casser un peu tous ces tabous, toutes ces fausses vérités qui entourent cette question de la planification familiale et qui font que les jeunes ont peur, ont du mal à aller vers des personnes ressources, vers qui ils peuvent avoir de l'information, vers qui ils peuvent avoir des conseils parce qu'ils ont peur du regard de la famille, ils ont peur du regard de la religion et tout ça. Donc, cette petite vidéo tout à l'heure va nous mettre en bouche pour la discussion qui va suivre. Donc, après, on aura une petite quarantaine de minutes pour faire un tour d'horizon de la question avec nos différents panélistes. Et ensuite, on aura des questions posées par vous tous qui nous faites le privilège d'être avec nous aujourd'hui. Et on fera un tour de table, un dernier tour de table pour conclure notre session. N'hésitez pas, si vous avez des questions à prendre des notes, à aller si vous voulez prendre la parole, etc., de sorte que notre session soit la plus interactive possible. Donc, nous allons donc sans plus tarder regarder la vidéo et nous reviendrons juste après. Elle dure 10 minutes environ pour notre discussion. Marissa, à toi. J'en profite pour saluer tous ceux qui se connectent d'un peu partout. Je vois des participants du Niger, de la RD Congo, de la Guinée. Merci beaucoup d'être là. J'imagine que nous avons aussi beaucoup d'amis de la Mauritanie, du Mali aussi. La zone du Sahel, j'espère qu'ils seront encore plus représentés tout au long. On visionne la vidéo. Dans notre région, nous nous appuyons sur nos croyances et nos valeurs religieuses pour guider nos choix et nos actions au quotidien. Ces principes ont une grande influence sur nos comportements individuels et nos actions communautaires, y compris sur les pratiques en matière de santé. Il arrive parfois qu'une mauvaise interprétation des textes religieux renforce des pratiques culturelles ayant un impact négatif sur notre santé et notre prospérité. En tant que leaders religieux, nous devons nous préoccuper de la santé et du bien-être des communautés que nous servons. Nous sommes également des leaders communautaires et nous influençons les différents niveaux de la société. Dans ce rôle, nous devons démontrer notre engagement à assumer cette responsabilité. Souvent, les fidèles se confient à nous pour les aider à prendre une décision libre et éclairée sur leurs préoccupations personnelles. Ils nous demandent des conseils sur ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire pour avoir une vie exemplaire. Ce qui n'est pas toujours facile. Certaines attitudes pourraient nuire à la santé et à la sécurité d'une famille. Par exemple, avoir des grossesses rapprochées peut nuire à la santé des femmes et des enfants et mettre leur vie en danger. Lorsque les femmes tombent enceintes, peu de temps après une grossesse précédente, les risques pour la santé de la mère et du nourrisson, notamment de fausses couches et de décès, sont plus élevés. Les grossesses précoces aussi mettent en danger les jeunes femmes. La planification familiale peut contribuer à donner au corps de la mère le temps de se remettre complètement de la grossesse et de l'accouchement et à garantir le bon déroulement de la grossesse suivante. L'utilisation de méthodes contraceptives modernes est moins efficace pour les couples d'éviter les grossesses non désirées, précoces et d'espacer les naissances.
Les méthodes modernes comme la pilule, les préservatifs, les implants, les produits injectables et les dispositifs intra-utérins sont plus efficaces que les méthodes traditionnelles comme le retrait et la méthode des cycles. De nombreux facteurs peuvent influencer la décision d'un couple d'utiliser ou non la contraception pour espacer les grossesses, mais les croyances religieuses sont un facteur important. Contrairement à la croyance populaire, ni l'islam ni le christianisme n'interdisent l'utilisation des méthodes contraceptives dans le cas des couples mariés. C'est le droit de la famille d'espacer les grossesses pour la santé de la mère et de l'enfant. En parlant de la terme contraception, malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'on parle plutôt de la limitation des naissances, alors qu'on parle de l'espacement de naissance pour le bien-être de la mère et de l'enfant. L'islam est une religion qui facilite et non une religion de contrainte. C'est ce qui se dégage de cette parole du prophète, paix et salut sur lui, lorsqu'il dit « Rendez facile et ne rendez pas difficile. Attirez et ne faites pas fuir. » Le Coran nous dit clairement qu'Allah nous ordonne de nous occuper de nos enfants et de les protéger. Si on est incapable d'exécuter ce commandement divin, alors on doit attendre de pouvoir le faire avant de faire venir des enfants au monde. Il est absolument écrit dans la Bible que vous devez trouver un temps pour construire votre famille. Il n'est pas nécessaire de créer une situation difficile où vous ne pouvez pas nourrir vos enfants. Votre devoir est de protéger les enfants, c'est juste le bon sens. Les jeunes familles nous demandent de les conseiller. Comment pouvons-nous les guider dans un avenir de plus en plus incertain? Comment pouvons-nous les aider à prévenir les problèmes de santé qui pourraient être évités et à subvenir à leurs besoins personnels vitaux? Nous pouvons préserver la santé et le bien-être de nos jeunes qui sont déjà mariés en les encourageant à utiliser des moyens de contraception modernes pour espacer les naissances. Nous pouvons parler aux jeunes mariés et leur apprendre comment l'espacement des naissances est bénéfique pour la famille et les orienter vers les structures sanitaires qui fournissent des informations sur des méthodes contraceptives variées afin qu'ils puissent choisir volontairement la méthode qui convienne le mieux à leurs besoins. Les chefs religieux de différentes croyances reconnaissent que les conseils qu'ils donnent aux jeunes doivent porter sur une éducation à la vie familiale qui soit culturellement appropriée et adaptée à l'âge et au développement des jeunes ciblés. L'éducation à la vie familiale inclut des informations sur les changements physiques, mentaux et émotionnels hors de la puberté, sur le développement du corps et sur la relation entre la famille, le mariage, la procréation et la santé. L'éducation à la vie familiale des enfants et des jeunes est un aspect sensible mais très important de leur apprentissage. Donner aux jeunes une éducation en matière de santé reproductive n'augmente pas l'activité sexuelle, les comportements sexuels à risque ou les taux d'infection sexuellement transmissibles. Au contraire, donner de telles informations d'une manière adaptée à l'âge et culturellement appropriée réduit les comportements sexuels à risque chez les jeunes. La meilleure approche, je crois que c'est d'être avec eux, les écouter, partager tout avec eux, ne pas les rejeter. L'éducation à la vie familiale est en ligne avec les croyances fondamentales de l'islam et du christianisme et doit être dispensée à côté des autres enseignements religieux. Pour protéger et promouvoir la santé et le bien-être des jeunes, promouvoir l'égalité des sexes et investir dans l'avenir de la région, les chefs religieux et les décideurs doivent encourager les jeunes mariés à utiliser la planification familiale pour décider du moment opportun pour avoir leurs enfants et intégrer dans les programmes religieux et nationaux une éducation à la vie familiale de haute qualité et adaptée en fonction de l'âge. Les jeunes sont notre avenir. Assurons-nous qu'ils soient soutenus pour grandir et prospérer et qu'ils puissent compter sur les chefs religieux pour les aider à devenir les leaders de demain. Merci beaucoup pour
ce partage, pour cette belle vidéo qui, comme je le disais tout à l'heure, sert à poser le cadre de notre échange et à nous montrer justement que collaborer avec, entre jeunes, acteurs sociaux, leaders religieux est extrêmement important pour que ces jeunes, mais aussi les familles, les femmes dans les couples puissent avoir accès à une information plus équilibrée, une information plus efficace dans le choix de leur planification, de leur choix de contraception, de procréation. C'est quelque chose d'extrêmement important comme nous venons de le voir. Je voudrais m'assurer que le docteur Ben Moulaye est bien avec nous. Bonjour docteur. Bonjour, je suis bel et bien là. Bonjour. Bien, merci d'être avec nous, docteur Ben Moulaye. Je voudrais vous remercier d'être connecté avec nous depuis le Mali. Vous êtes le directeur général de la santé et de la reproduction, c'est l'Office national de la santé et de la reproduction du Mali. Vous êtes évidemment médecin, spécialiste de la santé publique et de la gestion, suivi et évaluation des programmes de santé. Et c'est fort de votre plus de 15 années d'expérience et d'expertise dans le monde de la santé et de la reproduction, dans la prise en charge de la SR des adolescents. Et vous avez été directeur d'ONG aussi qui travaille dans ce domaine-là, que nous sommes très, très contents de bénéficier donc de cette riche expérience. Moi, j'ai une première question pour vous, docteur. Vu que vous êtes du côté, on va dire, État, côté acteur gouvernemental, est-ce qu'aujourd'hui, cette acceptation de la prise en charge de la santé de la reproduction des jeunes est plus, on va dire, est plus implémentée aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont une oreille plus favorable à l'introduction de ces questions-là dans les programmes de santé publique et de planification familiale, en particulier au Mali, mais aussi ailleurs, puisque je sais que votre expérience est dans d'autres pays également? Merci beaucoup. Merci, vraiment, merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui interpelle quand même tous les dirigeants des différents programmes et projets, surtout en Afrique de l'Ouest, qui est quand même une zone assez difficile. Vous savez, avec le contexte que nous avons, un contexte assez difficile de sécurité, un contexte aussi de pronataliste, un contexte aussi avec vraiment la religion musulmane et en fait toutes les religions qui réellement jouent un rôle assez important par rapport à ce que nous faisons en matière de santé sexuelle et reproductive et surtout de la planification familiale. Donc, vous savez que nos programmes ont des défis assez énormes pour se dérouler dans ce contexte, parce que vous savez que seulement 17% de ces jeunes-là et adolescents ont accès quand même à l'information sur la planification familiale. Nous avons à peu près 18% quand vous prenez par exemple la santé sexuelle et reproductive, selon notre enquête EDS, 18% nous affirment que nos services ne sont pas adaptés. Les jeunes nous affirment que moins de 18% fréquentent les services de santé de la sexuelle et reproductive parce que ces services ne sont pas adaptés. Et le plus grand problème que nous avons, c'est les rumeurs. Les rumeurs et les barrières socioculturelles qui réellement sont quand même très rigides dans le contexte dont je viens de vous parler, et très rigides et qui réellement jouent un rôle assez important qui freine l'utilisation de ces services-là, surtout par les jeunes. Donc, pour vous dire que ces contraintes sont là. Nos services ne sont pas adaptés aussi aux adolescents et aux jeunes parce qu'en réalité, c'est maintenant qu'on a commencé à impliquer de plus en plus les jeunes dans l'élaboration des programmes, de sorte que les jeunes voient que ces programmes ne sont pas du tout adaptés à leurs besoins. Donc, leurs besoins n'étant pas pris en compte parce que les services de santé publique sont des services qui réellement n'ont pas pris en compte le coin pour les adolescents et les jeunes. Cette deuxième décennie de vie
Et voyant effectivement tout ce qui est barrière par rapport à l'utilisation des services, en même temps, quand ils viennent au niveau des services, ils n'ont pas de personnel qualifié qui peuvent s'occuper d'eux. En même temps, ils n'ont pas aussi des espaces dédiés à eux. Et par la fin, effectivement, ça nous amène dans une sous-fréquentation de nos structures. Et donc, ce qui veut dire que ça augmente le besoin non satisfait en matière de planification familiale chez ces jeunes. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est l'ensemble de ces problèmes auxquels nous sommes vraiment chaque jour, nous sommes confrontés à ces problèmes pour pouvoir améliorer les indicateurs en matière de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes. Et vous savez que les indicateurs sont très, très mauvais en matière de grossesse non désirée, en matière d'avortement clandestin. Et donc, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je serai ouvert vraiment aux autres questions qui viendront pour qu'on puisse répondre vraiment aux préoccupations des élèves. Merci beaucoup, docteur Benmoulaye, pour cette réponse qui confirme effectivement qu'il y a à faire. Il y a à faire et beaucoup à faire parce que, comme vous le disiez vous-même, les indicateurs ne sont pas encore ce que l'on souhaiterait, même si, il faut le dire, d'énormes progrès, d'énormes ambitions sont affichées avec l'appui des partenaires et surtout la volonté des jeunes de se faire entendre et de se faire prendre en compte. Et justement, je vais me tourner vers M. Ali Kébé, qui travaille justement dans le secteur de la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et des adolescents. Il est connecté avec nous depuis la Mauritanie, puisqu'il est à la base de la mise en œuvre du réseau de la task force du projet PASS en Mauritanie. Et aujourd'hui, il est l'une des figures de la promotion de la vulgarisation sur les questions de la santé et de la reproduction. Je voudrais lui demander si en Mauritanie aussi, les chiffres sont aussi mauvais, pardonnez Dr Benmoulaye, aussi mauvais que ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a évolué avec le travail de plaidoyer, avec les actions de communication et aussi votre présence auprès des jeunes et auprès des autres acteurs pour que cette question soit de plus en plus prise en compte? Est-ce qu'il y a du mieux, comme on dit chez nous au Mali? Merci beaucoup pour la question et je remercie tout le monde. Donc, je pense que Dr Moulaye a mis l'accent quand même par rapport à cela, que je pense que les pays de l'Afrique de l'Ouest nous partagent les mêmes réalités, que vraiment, nous les jeunes, nous constatons qu'il y a vraiment une très grande manque d'implication par rapport à beaucoup de choses et que les jeunes n'ont pas vraiment des espaces dédiés à la jeunesse et que l'information aujourd'hui manque par rapport à tout ce qui concerne aujourd'hui la santé de la reproduction. Donc, disons, ces derniers temps, nous constatons qu'il y a eu quand même des améliorations, qu'il y a quand même actuellement des choses, il y a des jeunes quand même qui sont conscients à travers des sensibilisations, des plaidoyers que nous menons. Donc, nous voyons que là, actuellement, les réunions qui se font au niveau des différents ministères de la Santé, on implique quand même les jeunes, on nous associe. Donc, auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, nous constatons qu'il y a eu quand même des progrès considérables et que nous espérons et qu'avec le temps, que les choses vont s'améliorer de mieux pour que quand même la voix des jeunes puisse être entendue et qu'on puisse associer les jeunes dans tout ce qui se passe et que les jeunes puissent être informés de bien par rapport à tout ce qui concerne la santé de la reproduction d'une manière générale. D'accord. Je vous garde avec moi. Est-ce que aujourd'hui, quelles sont les contraintes en dehors effectivement de l'absence d'espace spécifique à la jeunesse, mais aussi la question des tabous? Quelles sont les autres contraintes qui mériteraient d'être regardées, traitées et levées pour améliorer la question de l'accès des jeunes et des adolescents aux services, mais aussi aux informations liées à la santé de la reproduction et la santé sexuelle? Donc, par rapport aux contraintes, nous voyons qu'il y en a pas mal de contraintes aujourd'hui. Si nous essayons de voir les problèmes aujourd'hui des grossesses non désirées, que nous voyons de plus en plus, et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup quand même de mesures qui ont été prises par rapport à tout cela. Donc, nous constatons que ce sont vraiment des problèmes qui existent aujourd'hui. Nous voyons un manque de connaissances aussi par rapport à beaucoup de choses. La jeune génération aujourd'hui n'a pas l'information
et que certaines aujourd'hui sont obligées d'arrêter leurs études à travers des grossesses non désirées et tout. Donc, cela aujourd'hui crée quand même beaucoup de problèmes parce que nous voyons déjà la situation de nos différents pays, le chômage, il y a vraiment la déperdition carrément. Donc, nous constatons que tout ça, ce sont aujourd'hui des problèmes qui sont posés. Donc, le fait qu'il n'y a pas aussi l'accès aujourd'hui à la contraception, ça manque, comme aujourd'hui vous essayez de voir les ados. Les gens n'ont pas carrément quand même vraiment d'informations suffisantes pour pouvoir les permettre aujourd'hui à pouvoir prendre certaines mesures. Pour qu'on essaie quand même de prendre certaines couches vulnérables Allô? On m'entend? Oui. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kébé. Je note la difficulté de l'accès à la contraception, qui est une contrainte supplémentaire et qui malheureusement résulte de ce nombre de grossesses non désirées, alors qu'on aurait pu penser qu'aujourd'hui les jeunes sont plus informés et plus à même de se protéger, d'avoir des choix, mais justement le fait que cette question reste taboue et qu'ils n'ont pas forcément où aller pour poser des questions peut rester problématique. Alors, je me tourne à présent vers l'imam Sarr. Est-ce que l'imam Sarr est avec nous? Oui, je suis avec vous. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Bien, mashallah, alhamdulillah. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cette session parce que, comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, les leaders religieux ont un rôle extrêmement important dans les évolutions sociétales. Et vous, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années même, vous êtes engagés justement en tant qu'acteur très dynamique de la société civile mauritanienne et même au-delà. Vous avez dirigé de nombreuses organisations, vous êtes secrétaire général de l'association La Main dans la Main. Vous êtes conférencier, vous êtes formateur sur les sujets islamiques. Donc, je pense qu'on va beaucoup gagner à échanger avec vous aujourd'hui. Vous avez écouté le docteur Ben Moulay et monsieur Kébé qui nous disent que le fait que les jeunes n'ont pas vers qui se tourner pour parler de ces questions reste un vrai défi aujourd'hui. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Ok, donc le fait que les jeunes n'aient pas vers qui se tourner reste un vrai défi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les portes des imams, des mosquées, des prêtres, des églises doivent être une direction, on va dire, évidente aujourd'hui pour que les jeunes puissent avoir de vraies informations et lever les tabous autour de ces questions de sexualité, de santé de la reproduction, parce que justement, ce sont des questions encore très, on va dire, mises sous le boisseau encore aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ce que les jeunes doivent faire, c'est une enquête de terrain. Et si je prends l'exemple de la Mauritanie, et je sais que dans les autres pays également, c'est le cas, on peut plus dire que tous les imams ferment leurs portes devant les jeunes, surtout pour des questions de sexualité ou des questions taboues. Grâce à Dieu, il y a de plus en plus de jeunes imams donc, qui connaissent la réalité, qui sont jeunes et qui vivent avec les jeunes et qui répondent aux questions des jeunes. Et je dis souvent aux jeunes Mauritaniens qu'ils n'ont pas peut-être tapé à la bonne porte, et que c'est la façon, la manière. Il y a certains de nos aînés, les imams, ils voudraient que les questions soient posées d'une certaine manière, alors que les jeunes, certains jeunes, posent les questions à leur façon en tant que jeunes. Mais je peux dire que de plus en plus, il y a des imams qui sont à l'écoute des jeunes et qui ne font pas de complaisance, c'est-à-dire que ces imams, ils jouent le rôle d'imam, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire plaisir aux jeunes, mais ils sont là pour que les jeunes sachent, voilà, ça, vous avez droit à ça, ça, vous n'avez pas droit à ça. Par exemple, si vous avez vu la vidéo que la Mauritanie a produite, ça a été très clair par rapport à l'espacement des naissances. On sait que
on parle aux jeunes mariés. Islamiquement, il n'y a aucun imam qui va être gêné de parler de cette question. Par rapport aux grossesses, par rapport à l'espacement, on ne trouvera que très rarement des gens qui vont refuser le planning familial, au sens où, et vous l'avez entendu dans la vidéo, il y a une jeune fille qui parlait de limitation, donc limitation des naissances. Il y a une différence entre l'espacement des naissances et la limitation des naissances. Et compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus d'imams qui sont informés de ce qui se passe, qui sont informés de toutes les plateformes mondiales qui existent, eh bien, ils prennent position, mais ils disent exactement ce que l'islam dit par rapport à ces questions, pas plus, pas moins. L'imam n'a pas le droit d'autoriser quelque chose que l'islam n'a pas autorisé ou d'interdire quelque chose que l'islam n'a pas interdit. Et dans ce sens-là, les jeunes, c'est à eux de chercher, même si c'est vrai que le monde doit évoluer de telle sorte que les imams vont vers les jeunes parce qu'ils ont un message à transmettre et à transmettre à tout le monde. Et la partie la plus dynamique de la société, c'est les jeunes, c'est vrai. Mais d'en arriver là, avant d'en arriver là, les jeunes doivent chercher les imams qui peuvent leur donner des arguments solides par rapport à ces questions-là où, effectivement, le plus souvent, on a une compréhension erronée, on a mal compris la question, on a interprété les choses et comme s'il y a quelques ONG internationales dans une question, on pense que c'est à notre défaveur, etc. Mais aujourd'hui, sur ces questions, il y a assez d'imams qui ont étudié la question, qui l'ont étudié, c'est-à-dire sous tous ces angles. Et ils vont nous dire, voilà, finalement, l'islam autorise l'espacement des naissances et de dire, voilà, la manière que vous allez utiliser, il faut voir là où il y a le moins d'effets secondaires. Donc, par rapport à ça, les jeunes ne peuvent pas dire, ils ne savent pas où se tourner parce que il y a de plus en plus d'imams qui tendent vers eux. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup, Imam Sarr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous me dites que les jeunes doivent aller trouver les personnes? Il est vrai que ce n'est pas un élan spontané pour un jeune qui veut parler de ces questions-là, de se tourner vers son leader religieux. Est-ce qu'il existe des cadres dans les prêches ou bien des réunions de jeunes hommes ou de jeunes femmes, par exemple, je donne des idées comme ça, qui permettent justement de créer des occasions d'interaction entre les jeunes et vous. Bien entendu, bien entendu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous faisons des assises de franchise avec les jeunes, que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons. Quelquefois, c'est seulement des jeunes garçons, quelquefois, c'est seulement des jeunes filles, et quelquefois, c'est des jeunes garçons et des jeunes filles qui assisent à ces cercles-là. Et on leur permet de poser toutes les questions. Et vous savez, les musulmans, en principe, n'ont aucun problème de gêne par rapport à ces questions. Et les jeunes ne doivent pas être gênés. S'ils trouvent un imam qui est gêné qu'on lui pose certaines questions, ils trouveront d'autres imams qui ne sont pas gênés. Moi, je donne souvent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le leader suprême des musulmans. Un jeune est venu lui dire « autorise-moi la fornication ». Le jeune qui pose cette question, il sait que la fornication est interdite. Il le sait. Et il se permet de venir poser cette question publiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète s'est comporté avec lui de la meilleure façon. Il ne l'a pas verbalisé, il ne l'a pas blâmé. Il lui a tout simplement expliqué la position que l'islam a. Et le prophète lui a utilisé un raisonnement logique. Le prophète ne lui a pas, sallallahu alayhi wa sallam, même pas cité les versets coraniques qui interdisent la fornication ou l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aurait pu lui dire la fornication est haram, point barre. Non, mais il lui a expliqué. Il lui a dit, le veux-tu pour ta mère, le veux-tu pour ta soeur, le veux-tu pour ta fille, le veux-tu pour ton épouse, jusqu'à ce que le jeune ait pris conscience de l'ampleur de cette faute qu'il allait commettre. Donc, c'est dire que les jeunes doivent aller vers les imams et ne pas être gênés et voir la meilleure façon de poser la question. Si ça vous gêne de poser cette question publiquement, eh bien, en aparté, demandez à l'imam, en aparté, de lui poser la question. Et moi, je pense que la plupart des imams
si on leur pose une question, moi je veux la réponse islamique, ce n'est pas votre propriété à vous, je n'entre pas dans votre domaine, ce n'est pas un manque de respect, mais moi je suis jeune, je vous pose une question. Et je cite également souvent l'exemple qui m'est arrivé personnellement. Une jeune fille m'a appelé pour me dire est-ce qu'il est permis à ce que moi et mon petit ami qu'on sorte ensemble, bras dessus, bras dessous, qu'est-ce qui est autorisé, etc. Eh bien, elle m'a posé cette question parce qu'elle sait que je ne vais pas l'insulter ou la blâmer. Et je lui ai dit ce qui est permis islamiquement. Si vous êtes fiancé, il peut venir te rendre visite chez toi pour que vous discutez de votre projet de mariage. Mais au-delà de cela, c'est pas permis parce que ça peut aboutir à autre chose. Donc, c'est dire que les jeunes doivent aller vers les leaders religieux et leur poser leurs questions. Mais j'ai dit également que les leaders religieux également doivent créer des cadres et Dieu sait que ces cadres-là existent. Merci beaucoup. J'aurais aimé vous poser une question, mais on va revenir à vous tout à l'heure. Il y a des questions qui s'adressent à vous dans la discussion écrite. Je l'ai dit à Oumou, je ne sais pas si elle vous informe, dans 10 minutes, je vais entrer dans la mosquée pour prier. Donc, si vous pouvez me poser alors, je vais poser la question en même temps. Alors c'est Aïssata Diakité qui demande si vous pouviez préciser ce qu'autorise la religion en ce qui concerne la planification ou l'espacement des naissances. Pour ce qui est de l'islam, et c'est pourquoi vous avez vu même la Mauritanie en tant que pays, compte tenu du fait qu'on a un ministère des Affaires islamiques, la Mauritanie ne cautionne que l'espacement des naissances. Donc, la stérilisation et la limitation des naissances n'est pas autorisée que dans des cas de force majeure. Et nous tous, on sait qu'islamiquement, si une femme a fait 2 césariennes et que la 3e va être un risque, on autorise à cette femme de ne plus avoir d'enfant parce qu'il y va de sa vie. Donc, c'est dans ces cas de figure-là qu'on autorise la limitation. Pour ce qui est de la stérilisation, qu'une femme décide de ne pas avoir d'enfant, l'islam ne l'autorise pas. Maintenant, pour ce qui est de l'espacement des naissances, c'est dit dans le Coran d'une façon explicite que la maman doit allaiter son enfant 2 ans ferme. Et la femme peut, même au-delà de ces 2 ans, en accord avec son mari, parce que ces questions-là également se traitent en couple, eh bien, elle peut se demander 1 année de plus de repos ou 2 ans. Si son mari le lui accorde, islamiquement, il n'y a aucun inconvénient. Donc, l'espacement des naissances, les textes sont clairs là-dessus. Et on a vu même le prophète sallallahu alayhi wa sallam autoriser aux compagnons le retrait dont on parle. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande à ce que si lui, il se joint à sa femme, avant la sortie de sperme, il peut se retirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Eh bien, tout cela entrait dans le cadre de l'espacement des naissances. Il est très clair d'après ce que j'entends qu'en ce qui concerne les rapports sexuels en dehors du mariage, ce n'est pas quelque chose qui est autorisé, d'après ce que je vous entends dire. Oui. Oui, islamiquement, les rapports sexuels en dehors du mariage ne sont pas autorisés. Et si un jeune vient vers vous avec cette question où il est déjà en couple avec sa partenaire, qu'est-ce que vous leur répondez en termes de justement leur permettre quand même de garder leur santé et avoir un minimum de sécurité autour de cette relation? Ça, je vous l'ai dit, par rapport à l'islam, cette question ne peut pas être traitée qu'au cas par cas. C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons la fatwa. C'est-à-dire, si quelqu'un, dans une situation précise, a un problème précis, il peut venir le poser. Mais par exemple, vous allez trouver difficilement un jeune musulman venir voir l'imam et lui dire, voilà, j'ai une partenaire, on a des rapports sexuels, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez vous rendre compte que c'est difficile que quelqu'un vienne poser la question parce qu'il est en train de reconnaître officiellement qu'il transgresse la loi islamique. Maintenant, si un jeune a l'audace de venir poser ce genre de questions, eh bien, on lui dira ce qu'il y a à faire. Mais vous n'allez pas trouver un imam qui va autoriser à un jeune, lui dire, voilà, tu as une petite amie, vous faites l'acte sexuel, bon, évitez ceci, faites cela. C'est-à-dire, l'islam n'autorise pas une continuité dans ça. D'accord, très bien. Très bien. Imam, merci beaucoup. J'espère que vous allez revenir avec nous après bien la sûr. prière. Bien Très sûr. bien. Donc, à tout à l'heure. On va continuer l'échange. Merci beaucoup. On va continuer l'échange et je voudrais me retourner à nouveau vers
vers le docteur Ben Moulay. J'espère qu'il est toujours avec nous. On a entendu donc des cadres de collaboration existent. Les jeunes peuvent aller vers leur leader religieux, en principe, nous a dit l'imam Sarr. Est-ce qu'au niveau de l'État aussi, et justement grâce aux différentes actions qui sont mises en œuvre dans le cadre du partenariat de Ouagadougou, est-ce que nos États dans la zone du Sahel ont de plus en plus pris en charge ce cadre de collaboration, permettre à ce que et les jeunes et les leaders religieux puissent parler avec l'État pour une prise en compte non seulement des réalités des communautés, parce que c'est de ça qu'il est question, réalité religieuse, réalité sociale, etc., mais aussi avec l'objectif de permettre à ces jeunes-là d'avoir de l'information, d'avoir des services qui leur permettent de mieux gérer leur santé de la reproduction. Ok, merci beaucoup. En réalité, l'État travaille d'arrache-pied à créer vraiment un cadre de collaboration entre tous ces acteurs-là, de la société civile, du niveau communautaire, du niveau secteur public, pour permettre la mise en œuvre de ces programmes. Donc, c'est dans ce sens que depuis 2014, une alliance quand même des religieux a été créée au Mali, et c'est une alliance pour le repositionnement de la planification familiale. Cette alliance a été créée aussi dans plusieurs pays, effectivement, du partenaire de Ouagadougou, et dans le cadre du repositionnement de la planification familiale. Et dans ce même domaine, nous avons aussi favorisé avec la société civile le réseau, la création des réseaux des ambassadeurs jeunes. Les réseaux des ambassadeurs jeunes, c'est des jeunes qui sont vraiment sélectionnés et qui réellement sont orientés, formés, capacités pour faire face effectivement à la levée des goulots d'étranglement et des barrières socioculturelles en matière de l'utilisation de leurs services. Donc, tout ça là, c'est pour une meilleure implication effectivement de ces groupes-là. C'est depuis la conception des programmes, la mise en œuvre des programmes, le suivi et évaluation des programmes. Donc, voilà ce que l'État fait. L'État fait en sorte, l'État au Mali, nous avons créé ce qu'on appelle un groupe multisectoriel PF, un groupe multisectoriel pour la planification familiale au Mali. Dans ce groupe multisectoriel, il y a effectivement les représentants des jeunes, il y a les représentants des religieux. Pour vous dire que c'est un outil de suivi, un outil aussi d'orientation, effectivement, à tout ce qui est programme en matière de planification familiale pour un meilleur repositionnement. Donc, pour vous dire que de plus en plus, l'État travaille effectivement à les impliquer. L'État travaille à ce que la société civile les organise encore, ces deux groupes-là, les organise de mieux en mieux, et effectivement fait en sorte aussi de plaidoyer pour que les jeunes et les religieux aient aussi des financements aussi dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et des projets en matière de planification familiale. Et pour dire tout simplement que tout ça là est vraiment bien outillé et bien huilé, effectivement, comme outil effectivement du PRODES qui est quand même notre plan quinquennal en matière de santé généralement. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. On va poursuivre et je voudrais à présent me tourner vers notre partenaire technique et financier. C'est comme ça on dit, nous les journalistes, nous disons PTF. Donc, on va se tourner vers Monsieur Yao, qui, je l'espère, est toujours avec nous. Oui, je suis là. Bien, bonjour. Merci de votre présence et de votre patience. Ça fait 40 minutes qu'on parle sans vous. On est ensemble. Alors, vous êtes spécialiste des programmes en matière de santé sexuelle de la reproduction, en particulier des adolescents et des jeunes. Et vous êtes diplômé en santé publique, en management des programmes de santé, et vous êtes docteur en médecine. Si je dois lire tout le CV, je vais vous empêcher de parler. Donc, on va directement poser la question qui vous concerne, qui est de savoir vraiment comment est-ce que depuis que le Fonds des Nations Unies travaille sur ces questions de santé sexuelle complète des jeunes, est-ce que cette thématique-là a connu un meilleur positionnement dans vos programmes et surtout quelles en sont les priorités aujourd'hui, surtout dans le cadre de la discussion qui nous intéresse avec l'implication des jeunes, des leaders religieux, de l'État. Comment est-ce que
le FNUAP réussit à travailler avec tous ces acteurs-là, de sorte à ce que cette thématique-là soit plus mise en avant. Il y a 3 questions dans ma question. En tout cas, merci beaucoup. On va essayer. Et merci vraiment pour l'occasion que vous nous donnez à parler des thématiques essentielles de l'éducation sexuelle complète. Mais aussi, j'ai écouté la vidéo, l'imam et les collègues qui sont déjà passés avant moi, de parler aussi du positionnement de la planification familiale, je dirais la contraception sur les adolescents et les jeunes. Et en parlant d'éducation, vous savez, au-delà même de l'approche de l'éducation, que c'est une question de droit pour donner la connaissance, les compétences et communiquer un certain nombre de valeurs. Parce que ce dont nous parlons ici, en écoutant les uns les autres, il y a beaucoup de valeurs à communiquer selon les cultures, selon l'âge, et l'éducation sexuelle complète est pour nous une porte d'entrée essentielle qui nous permet d'aborder tous les aspects du droit pour les adolescents et les jeunes, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les questions de genre, de positionnement de genre, de santé de la reproduction, de la sexualité, de l'estime de soi, etc., etc. Je pense que, de violence. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et elle est essentielle parce que aussi, ça nous permet, comme je l'ai dit, d'aborder toutes les questions de droit, mais d'atteindre les résultats transformateurs devant lesquels l'UNFPA s'est engagé dans le monde entier. Je voudrais citer, juste à titre de rappel, décès maternel évitable et les besoins non satisfaits en matière de planification familiale, donc zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le genre, y compris les mariages précoces et les mutilations génitales. Donc, si vous parlez, comme je viens de l'indiquer, cette question, si on parle de droit, vous voyez que c'est central et ça nous permet d'aborder tous ces aspects. Quand on prend la sous-région, vous avez bien noté que le risque de ne pas décider à adhérer à un tel programme est trop grand. Ça coûte trop cher. Les grossesses non désirées, avec les corollaires d'avortement et de mortalité maternelle. Dans la sous-région, vous savez que la contribution des adolescentes à la mortalité maternelle tourne autour de 30%. Ce que d'ailleurs la planification familiale permet d'éviter. Vous comprenez? On ne parlera pas de déperdition en termes d'abandon scolaire, des jeunes qui sont jetés à la rue, qui n'arriveront pas à développer leur potentiel et à ne pas faire face au cycle de la pauvreté, puisque un jeune, une adolescente non éduquée est voué à un mariage précoce, à retourner dans le milieu rural ou dans le milieu informel, ce qui n'arrive pas à lui permettre de développer son potentiel et assurer avec sa famille le développement. Donc, les deux questions, éducation sexuelle complète et planification familiale, vont ensemble et l'une renforce l'autre en fait. Quand tu as donné l'information à un jeune, à un adolescent, tu lui as permis d'assurer une communication avec sa famille, avec sa communauté, qui lui permet à cette communauté de mieux comprendre la thématique. Vous voyez que ça facilite les relations. Et de l'autre côté, ça permet aussi aux jeunes qui sont informés d'avoir une meilleure utilisation des services de santé. Et au personnel de santé aussi formé de pouvoir délivrer sans crainte, sans préjugés. On a eu des cas où c'est le personnel de santé même qui était un obstacle, qui dit à la jeune fille de 15 ans, à toi jeune comme ça, tu viens chercher quoi ici? Il ne sait même pas que cette jeune-là a déjà fait peut-être 1, 2 ou 3 avortements. Vous voyez? Donc, il faut avoir un meilleur accès au service. Ça nous permet d'éviter tous les risques que nous avons cités en termes de coûts, mais en termes de danger pour ces jeunes-là.
Pour prendre peut-être l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous avons eu une année, un choc national sur les grossesses. Et nous avons utilisé cela comme une bonne porte d'entrée. 5000 cas de grossesse à l'école. Donc, tout le monde sait que c'est sous-estimé. Mais nous avons utilisé ça et nous avons pu convaincre le ministère, le gouvernement tout entier, à développer un plan de lutte contre les grossesses en milieu scolaire qu'on a baptisé campagne zéro grossesse à l'école, et qui nous a permis aussi d'influencer et de pouvoir faire accepter notre programme d'éducation sexuelle complète, y compris à l'école et dans les communautés. À partir de là, nous avons développé pas mal de thématiques pour pouvoir faire l'extension, en y ajoutant peut-être les questions émergentes comme la santé et l'hygiène menstruelle. Nous avons utilisé avec les jeunes des plateformes d'innovation, du numérique, les téléphonies pour pouvoir diffuser des messages dans les communautés. Et puis, nous avons bâti aussi, comme je l'ai dit, un partenariat solide avec les religieux, mais surtout aussi les communautés. À l'occasion, il y a un chef de communauté qui nous disait que vous ne pouvez pas venir parler seulement aux guides religieux. Nous avons déjà notre communauté, nous sommes les chefs de terre, et c'est sur nos terres que les religieux sont. Donc, si vous devez réussir, vous devez aussi nous impliquer. On a bien compris la leçon. Donc, maintenant, on parle de leaders religieux, guides religieux et leaders communautaires. Donc, les deux vont ensemble. Et nous avons en Côte d'Ivoire l'opportunité d'avoir une alliance nationale de guides religieux, multiforme, où il y a les musulmans, les catholiques, les évangélistes, et avec lesquels nous travaillons dans le cadre de cette alliance. Et chaque année, nous avons un plan de travail annuel qui est délivré et qui nous permet de faire le dialogue. Nous avons aussi des radios communautaires qui comprennent aussi des radios confessionnelles, pour lesquelles aussi, en utilisant ce partenariat avec l'Alliance, nous avons vraiment accès à ces radios-là qui permettent de diffuser des messages et même des imams même qui font des prêches sur la procréation responsable. C'est le thème qu'ils ont utilisé eux-mêmes pour ne pas parler de planification familiale, de contraception ou de réduction des naissances. Ils ont parlé de procréation responsable. Avec les jeunes aussi, comme je l'ai indiqué, nous avons des camps de vacances, nous avons aussi notre cas de collaboration. Quelqu'un a cité tout à l'heure les jeunes ambassadeurs pour la planification familiale dans le cadre du partenariat de Ouagadougou, dans lequel nous tous les pays un bon nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest sont. Et donc, nous sommes aussi partie prenante. Et donc, voilà un peu pêle-mêle quelques aspects de ce programme, qui est un programme clé central pour le travail de l'UNFPA, d'autant plus que ça aborde pas mal d'objectifs du développement durable, notamment l'objectif 3, 4, 5 et 10, sur la santé, sur l'éducation, sur l'égalité des sexes et sur l'inégalité entre deux genres. Donc, voilà un peu l'essentiel de l'approche que nous avons utilisée sur cette thématique et ce que nous avons développé au niveau du pays. Et je peux vous dire que ça donne vraiment des résultats en termes de collaboration interagences, Nations Unies, gouvernement et ONG, mais aussi ça donne des résultats sur le terrain et ça nous permet d'assainir quand même l'environnement avec toutes les parties prenantes. Merci à vous, je reste à votre disposition. D'accord, merci Dr Yao. J'ai d'autres questions pour vous, mais je vais vous laisser boire un verre d'eau et puis je vous reviendrai tout à l'heure. Je voudrais demander à M. Kébé, j'espère qu'il est toujours avec nous. Vous avez entendu, M. Kébé, tous les différents acteurs, leaders religieux, représentants de l'État et aussi partenaires financiers qui disent que tout est fait pour que les jeunes soient plus pris en compte, leur voix soit plus écoutée, qu'ils aient plus accès aux services. Où est-ce que ça coince aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer déjà ce partenariat entre les leaders religieux, musulmans, chrétiens et autres? On va dire même les leaders communautaires, comme M. Yaokonon vient de le dire, les leaders communautaires et les jeunes. Et aussi, comment est-ce que la question de l'accès, M. Konan a donné l'exemple d'une campagne sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que ces différents nouveaux médias peuvent aider à améliorer cette interaction?
Merci beaucoup pour la question. Je les remercie aussi pour les éclaircissements et les interventions pertinentes. Donc, je le reconnais qu'il y a eu vraiment de l'amélioration, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des réseaux de jeunes que nous voyons, ce sont des réseaux de jeunes qui sont basés dans les grandes capitales, dans les différents pays. De ce fait, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont à l'intérieur de ces pays, que ce soit la Mauritanie. Il y a des zones très arriérées en Mauritanie dont les jeunes n'ont pas l'information, les jeunes ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas conscientisés. Et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas au courant même de l'existence de certains réseaux des jeunes. Donc, nous-mêmes, on essaie de faire tout de notre possible pour sensibiliser, mais nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité, disons, de faire certains déplacements dans certaines zones parce que ça nécessite vraiment beaucoup de moyens et tout. Mais nous constatons qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas l'information, des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et qu'aujourd'hui, si nous essayons de voir à l'intérieur dans nos différents pays, je pense que c'est valable, j'ai eu à faire quand même pas mal de pays, que si nous essayons de voir dans les villes qui sont à l'intérieur, nous voyons dans des zones où les gens n'ont même pas de poste de santé, où les femmes sont dans des situations très difficiles, des jeunes filles qui ont 14 ans, 15 ans, qui sont vraiment devenir des mamans avec des enfants, avec des grossesses rapprochées. Donc, je pense qu'il faudra revoir tous ces aspects. Maintenant, les leaders religieux aussi, je pense qu'il faudra voir. Nous avons des leaders comme Imam Sarr qui sont très ouverts, heureusement, mais il y a aussi des leaders religieux qui sont très réticents. Et c'est pour ça que j'insiste toujours qu'on essaie de partir en profondeur, de voir surtout certaines zones, parce qu'il y a des zones aujourd'hui, les leaders aujourd'hui, pour eux, on ne peut pas aborder ces sujets. Donc, c'est très difficile, des gens qui sont devenus conservatrices à travers certaines idéologies. Donc, si nous arrivons à avoir des programmes où nous pouvons avoir des imams comme Imam Sarr, partir au fond de ces zones dans nos différents pays, discuter avec ces leaders religieux, ces leaders communautaires aussi, qui sont des influenceurs, que nous pourrons arriver ensemble vraiment à changer beaucoup de choses. L'autre aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous essayons de voir, parce que si les jeunes arrivent à amener quand même des faits accomplis, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont nés hors mariage. Et donc, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'enfants abandonnés. Donc, il faut que les gens, qu'on les sensibilise. Nous, on n'appelle pas à les gens d'aller faire l'adultère, mais quand même de se protéger. Il y a des méthodes contraceptives, de pouvoir les utiliser. Je retourne donc vers vous, Dr Yao. Vous avez entendu M. Kébé qui dit que dans les zones rurales, très peu de jeunes sont même au courant même qu'il y a des alternatives disponibles pour eux. Comment est-ce que vous travaillez concrètement avec cette alliance religieuse, avec les leaders religieux en général, sur les programmes terrain pour en avoir de plus en plus qui sont sensibles à la question, qui acceptent d'en parler, qui acceptent d'en discuter avec les jeunes et toute personne d'ailleurs qui vient vers eux avec ce type de questions. Je pose la question parce qu'ici à Bamako actuellement, il y a un petit scandale autour d'un imam qui, en session à huis clos, a donné des conseils à des jeunes hommes mariés. Et cet audio est sorti, c'est le gros tollé ici. Les gens sont scandalisés, choqués par le fait qu'un imam ose parler crûment de sexualité. Alors, est-ce que vous arrivez à vraiment les embarquer et comment est-ce que vous faites? OK, merci beaucoup. Je pense que j'ai été épais à Bamako pour un appui au bureau de UNFP avec certaines ONG, mais je pense qu'on a un peu plus de chance et puis un environnement beaucoup plus favorable. On a travaillé suffisamment sur l'environnement et pour le moment, on n'a pas trop d'obstacles parce que c'est vrai, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des imams qui font des prêches, il y a des leaders communautaires, des chefs, des rois qui ont donné des messages sur le mariage. En fait, on est parti sur je pense, sur des portes d'entrée assez, je ne dirais pas choquantes, mais qui ont été utilisées judicieusement, notamment les mariages précoces. Quand vous prenez les mariages précoces, ici nous sommes dans les 30% de mariages précoces, environ 30% de grossesse avant
avant 17 ans, 18 ans. Donc, ce sont des questions qui choquent et dont certaines, la plupart du temps, on fait face dans nos familles. Donc, pour atteindre les jeunes, pour revenir à la question, il faut... Alors, il y a les organisations de jeunesse. Je suis d'accord avec mon collègue, tout le monde est dans les capitales. Et puis, on ne fait pas avancer la question. Les jeunes, ils sont aussi dans les organisations, que dans leur famille, que dans les écoles, ou à titre individuel dans un secteur informel. Il faut développer des approches qui touchent tout cela. Nous, l'approche que nous avons utilisée, nous avons encore la chance d'avoir, par exemple, les services de santé, un programme national de santé scolaire et universitaire qui a été, avec le plaidoyer, quand on est arrivé, on s'est dit, OK, ça touche seulement les jeunes à l'école, il faut étendre les attributions du programme. Donc, nous avons ajouté santé, adolescents et jeunes. Donc, c'est devenu maintenant programme national de santé scolaire et universitaire, santé des adolescents et des jeunes. Donc, ça peut couvrir et les jeunes aussi bien à l'école, les élèves, que les jeunes hors du système éducatif. Et nous avons un réseau de plus de 300 structures de santé dans les écoles ou dans les médico-scolaires. Nous avons aussi des clubs scolaires, que ce soit des clubs de santé, des clubs d'hygiène, etc., que nous avons formés pour pouvoir intégrer la question de l'éducation sexuelle complète et puis la grande question parce que ici, l'éducation sexuelle complète est intégrée dans des curricula scolaires. Donc, les gens le font à l'école, ils font les cours à l'école. Et donc, ça nous a facilité de faire des activités extrascolaires avec d'animation de la vie scolaire avec certaines composantes. Donc, il y a des animateurs, des encadreurs du club qui sont formés, des leaders du club qui sont formés et qui développent la thématique. Et quand il y a une infirmerie ou un service de santé scolaire qui est à côté, vous voyez que ça crée le lien et ça la rapproche pour pouvoir accroître l'utilisation des services pour la santé sexuelle et de la reproduction. Nous avons aussi hors des écoles, nous avons développé des espaces. Et vous connaissez bien la stratégie École des maris. Nous avons essayé de retransformer un peu pour mettre en place des écoles de futurs maris qui utilisent essentiellement aussi les jeunes dans des communautés villageoises ou périurbaines. Donc, à qui on donne l'information, soit des jeunes filles ou des jeunes garçons, pour pouvoir aussi jouer un rôle dans leur communauté. Nous avons aussi des campagnes de sensibilisation combinées à l'offre de services qui nous permettent de sillonner les jeunes, les localités, les secteurs informels, donc chez les mécaniciens, chez les couturiers, pour rentrer quand même dans ces secteurs informels-là, pour pouvoir délivrer le message. Et puis, de temps en temps, des caravanes mobiles, des stratégies avancées d'offres de services viennent accompagner pour pouvoir permettre à ces jeunes-là qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la facilité d'avoir accès à des structures sanitaires, de pouvoir bénéficier de l'offre de services là où ils sont. Donc, voilà un peu ces stratégies-là que nous utilisons pour pouvoir atteindre les jeunes, pour pouvoir aussi délivrer nos stratégies d'éducation sexuelle complète sur la base de sensibilisation ou d'approche de communication ou en utilisant aussi les innovations technologiques. Merci. Il y a des questions déjà qui sont dans la salle. Ceux qui veulent en poser, n'hésitez pas, hein, écrivez-les sur le chat, levez la main tout simplement, posez votre question, la parole vous sera donnée. Je voudrais demander au docteur Moulay si au niveau du Mali également, il existe ce type d'action qui va directement au contact des jeunes à travers, par exemple, la mise en place de cours d'éducation sexuelle à l'école. Je sais que nos programmes ne sont pas forcément nantis. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être étudié ou de revenir, mais aussi des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, dans la communication traditionnelle? Est-ce que ce sont des actions qui sont également mises en place? Et au cours de ces actions-là, quels sont ou pourraient être le rôle des leaders religieux pour en optimiser l'efficacité?
Ok, merci beaucoup. Effectivement, au Mali, je me rappelle depuis les années 2000, depuis les années 2000, 2002, 2003, il y a quand même des grands et vastes programmes en matière de santé sexuelle et reproductive adolescents et jeunes. Donc, dans le cadre de la mobilisation de la demande, plusieurs activités ont été vraiment initiées, comme par exemple la radio Info Jeunes, qui sont des radios thématiques qui sont installées pratiquement dans toutes les régions du Mali et même dans d'autres cercles du Mali, et avec vraiment une large couverture. C'est parce que c'est vraiment une radio thématique qui traite toutes les questions en matière de santé adolescents et jeunes. Nous avons aussi, en matière de demande, nous avons les campagnes de planification familiale, et qui sont des campagnes qui sont déroulées sur un mois à 2 mois, et qui touchent spécifiquement aussi les jeunes, parce qu'il y a un volet adolescents et jeunes, où il y a une campagne sur les réseaux sociaux pour pouvoir mobiliser à travers les outils des jeunes, les mobiliser et les amener vers les services de santé. Au cours de ces campagnes, il y a quand même un goulot d'étranglement qui saute, c'est-à-dire c'est le coût du produit contraceptif, et qui réellement empêche les jeunes parfois à aller vers les services, parce que c'est vraiment une des grandes barrières aussi qu'il faut souligner. Donc, au cours de ces campagnes, comme la méthode de planification familiale, elle est gratuite, donc les jeunes partent vers les structures de santé pour s'en approprier, pour se procurer effectivement ces produits-là. Donc, pour vous dire qu'en matière de demande, il y a encore d'autres activités de plaidoyer au niveau effectivement des leaders, au niveau des leaders religieux jeunes, pour les impliquer effectivement à ces activités de sensibilisation des adolescents et des jeunes aussi. Donc, pour vous dire que les ambassadeurs jeunes sont mobilisés, les pères éducateurs sont mobilisés, et tout cela pour mobiliser la demande et permettre vraiment à ce que les jeunes partent vers les structures de santé. Donc, en matière d'offres, effectivement, il y a des journées portes ouvertes pour permettre aux jeunes et aux adolescents de s'informer et d'avoir vraiment toute l'information pour la fréquentation de ces services-là. Donc, c'est au cours de ces journées aux portes ouvertes qu'effectivement, il y a des activités aussi de sensibilisation, de mobilisation au niveau des structures de santé. Donc, en plus de ça, l'offre de services étant gratuite, c'est au cours des journées portes ouvertes aussi que les jeunes viennent aussi pour prendre aussi leurs produits contraceptifs qui leur conviennent. Donc, dans le cadre de l'environnement, et c'est le moment aussi au cours de ces campagnes de mobiliser effectivement les politiques pour les meilleures décisions, par exemple, pour augmenter le financement en matière de planification familiale, pour aussi travailler sur la gratuité qui est aujourd'hui un engagement important du gouvernement du Mali pour permettre aux jeunes d'avoir accès effectivement à ces services, et faire aussi, envoyer aussi des équipes mobiles et des cliniques mobiles au niveau périphérique pour permettre effectivement l'offre de qualité. Donc, au cours de ces campagnes aussi, c'est pour doter effectivement les structures périphériques aussi et en intrants et en même temps en équipement pour permettre vraiment l'insertion des méthodes de planification familiale. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est des moments assez importants pour vraiment requinquer les services de santé et permettre effectivement l'utilisation de ces services-là, c'est-à-dire à tous les niveaux. Donc, pour vous dire que par rapport aux religieux, nous utilisons ces campagnes aussi pour les permettre de faire des prêches qui peuvent aller à l'endroit effectivement de l'utilisation des produits contraceptifs, des prêches pour essayer de lever un peu le voile sur le fait que la religion musulmane n'a jamais été contre l'utilisation des produits contraceptifs. Mais la religion dit on ne limite pas les naissances, mais on espace les naissances. Donc, pour vous dire qu'il y a aussi des modèles de plaidoyer qui sont initiés et qui sont utilisés aujourd'hui par effectivement ces religieux pour faire du plaidoyer à tous les niveaux. Donc, tout ça là, c'est des activités qui sont déroulées et qui peuvent permettre effectivement aux adolescents et aux jeunes d'avoir accès aux services et à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Je voudrais m'assurer que l'ANSAR est revenu parmi nous.
Il n'est pas là. On va poursuivre. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je rappelle aux amis qui peuvent poser des questions en les écrivant ou en levant la main. On leur donnera la parole pour poser les questions. Il y a énormément de questions qui concernent la religion. Et l'imam Sarr n'étant pas avec nous, il est difficile d'en obtenir une réponse. Mais bon, on va poursuivre. Il nous reste une vingtaine de minutes pour terminer cet échange. Moi, je voudrais à nouveau me retourner vers M. Kébé. Il y a beaucoup de questions de père éducateur. Vous qui êtes engagé dans la dynamique du plaidoyer, la formation des jeunes depuis des années, quelles sont les actions que vous faites dans ce sens-là pour justement permettre aux jeunes bureaux, vous venez de les citer, d'avoir accès aux informations, d'être plus à même aussi de faire appel à ces leaders religieux-là, religieux musulmans comme chrétiens ou autres, pour avoir les bonnes informations. Je parle tout à l'heure de la disponibilité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, même dans les régions reculées, les réseaux sociaux-là existent plus ou moins. Donc, quelles sont les actions que vous menez de sorte à vous-même renforcer les capacités de vos pères jeunes, de sorte à ce qu'ils puissent mieux comprendre, être plus aguerris pour poser les bonnes questions, et comme l'imam l'a dit, en utilisant les bonnes formules, de sorte à avoir les bonnes réponses. Monsieur Kébé. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je ne vous entends plus. Vous m'entendez? Oui, parfait. C'est bon maintenant. Merci. Donc, pour les activités que nous menons, nous organisons très souvent même des formations de renforcement de capacité pour les jeunes. Nous travaillons aussi avec les réseaux qui sont au niveau national même, à travers les sensibilisations que nous faisons souvent sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Donc, nous utilisons aussi des réseaux sociaux. Donc, on fait souvent des campagnes de sensibilisation à travers les réseaux sociaux, sur les pages, sur Twitter, sur Facebook aussi. Donc, on assiste aussi très souvent à toutes les activités aujourd'hui qui se font dans le cadre de l'ASR. Donc, où nous avons mené quand même beaucoup de sensibilisation sur les MGF, l'utilisation génitale féminine, des sensibilisations sur les mariages précoces. Et nous faisons très souvent aussi des plaidoyers. Donc, on essaie quand même vraiment de faire bouger les choses, même si aussi nous n'arrivons pas encore à trouver quand même, disons, une très belle approche encore pour arriver à atteindre tous les jeunes, parce que c'est tous les jeunes aussi qui sont à l'intérieur, qui ont une très mauvaise connexion. Voilà, donc même ici, même souvent, nous aussi, nous avons une connexion très faible, donc nous ne pouvons pas toujours se fier sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc, nous avons eu à quand même mener quand même beaucoup d'activités de sensibilisation et nous sommes surtout dans ce dynamisme. Nous organisons souvent quand même surtout des campagnes de sensibilisation, des journées de conscientisation ou des causeries qu'on fait très souvent à travers la coalition qui fait partie du partenariat de Ouagadougou, qui sont membres, qui nous aident aussi vraiment, qui nous épaulent. Et nous avons aussi des activités avec les leaders religieux qu'on fait très souvent.
Nous avons comme Imam Sarr qui a animé quand même très souvent des conférences que nous avons fait sur l'islam et la planification familiale, qu'on fait souvent des conférences publiques où nous invitons tout le monde, des mamans et à tout le monde, donc où l'imam explique la position de l'islam par rapport à la planification familiale de manière générale. Donc, disons que ce sont quand même des activités que nous menons jusqu'à présent. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Pédé, pour cette information. Je crois qu'il y a M. Koudaogo Ouedraogo, qui a demandé la parole. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Oui. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste, à la lumière des débats tels que je les ai suivis depuis le début, faire quelques observations, pas pour relancer nécessairement les débats, mais que l'on puisse les prendre en compte en quelque sorte. Mon premier point, c'est que, à écouter essentiellement les leaders religieux islamistes, puisqu'on n'a pas eu, en dehors de la vidéo de début, on n'a pas eu une position des chrétiens. Je voulais dire qu'il y a quelque part un besoin de rapprocher les soucis portés par les religieux et ceux portés par les jeunes. Je pense qu'en écoutant l'imam Sarr, on voit effectivement que, bon, lui n'est pas un radicaliste, il prend même le temps d'écouter et il élimine certaines situations qu'il ne va pas du tout accepter. Et on ne peut pas lui demander non plus de renoncer à ses convictions religieuses profondes. Du coup, les jeunes rapidement se font une idée. Est-ce que les leaders religieux apportent les réponses aux questions que nous posons? Je vais parler, j'allais dire crûment en disant, les jeunes vont vers eux pour, par exemple, savoir est-ce qu'il est permis, quand on s'entend bien, quand on s'apprécie bien, d'avoir des relations sexuelles. Ce que l'imam appelait fornication. Et là, bien sûr que lui, il est dans son bon droit de dire non, 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 pas avant le mariage. Et le jeune repart et il ne sait plus à qui s'adresser pour ces questions. Il reste ses pairs, c'est-à-dire les autres jeunes comme lui. Et donc, certains vont lui dire, c'est toi qui as besoin d'aller leur demander. Ils ne vont jamais te dire. Si tu fais, et puis c'est tout. Donc, du coup, il faut qu'on trouve un moyen de rapprocher la position défendue par les leaders religieux et celle qui est celle des jeunes. Parce que je le dis simplement parce qu'ils vont de moins en moins se tourner vers les leaders religieux pour poser des questions parce qu'ils connaissent déjà en quelque sorte la réponse. Donc ça, c'est un aspect. Je n'ai pas de piste claire de solution pour dire voilà ce qu'il faut faire, mais j'ai l'impression que c'est une thématique sur laquelle il nous faut réfléchir. Mon deuxième commentaire, c'est que jusqu'à présent, et en écoutant les uns et les autres, nous regardons les jeunes comme un monde homogène. Quand on dit les jeunes, on les regarde, bon, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Si vous partez avec la définition du Conseil national, de la Confédération nationale des ministères de la jeunesse, Confégef, jusqu'à 35 ans, on est jeune. Vous limitez à la définition UN, c'est jusqu'à 24 ans. Mais même dans le lot des 24 ans, on va distinguer la prime adolescence de 10 à 14 ans. La période de la prime adolescence, c'est là aussi on a des modifications des caractères sexuels secondaires, des envies nous ne connaissait pas et qui a des actes et des actions qui ne sont pas toujours faciles à cerner. Le deuxième groupe que je vois, les 15 à 19 ans, n'ont pas les mêmes soucis que les 10 à 14 ans. Et si nous les mettons ensemble dans le même paquet et dire on va s'adresser aux jeunes, on ne pourra pas satisfaire ni les jeunes des 10-14 ni ceux des 15-19. Et il y a maintenant les 19-24, si on reste avec la définition UN, les 20-24, qui sont déjà des gens, des étudiants et d'autres. Ça fait différents groupes. Si nous voulons nous adresser à ces groupes avec le même type de message, c'est clair que nous aurons toujours le même type de problème tel que nous les vivons actuellement. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse regarder aussi, comme disent les communicateurs, segmenter notre audience jeune en quelque sorte. Sinon, nous allons continuer
de nous parler à nous-mêmes, être satisfaits sans résoudre le problème. Le troisième, c'est, j'allais dire, j'appelle à l'innovation. On a beaucoup fait, j'allais dire, quand je dis on, bon, je suis quand même un acteur de l'APF depuis un bout de temps. Il y a eu beaucoup de choses de faites pour ce qui est des jeunes. Il nous faut innover. Parce que, bon, les leaders jeunes étaient là, on a fait porte ouverte, on a fait quoi, journée de sensibilisation. Vous savez, tout ça, c'est bien. Ça peut faire des images, ça peut faire des vidéos, ça peut montrer qu'on bouge. Mais dans quelle direction nous bougeons? Est-ce que nous recrutons vraiment des jeunes qui changent un tant soit peu le comportement? Je parlerai même pas de comportement. Des jeunes qui clarifient leur niveau d'information par rapport à la question de l'APF. Pour dire comme ça, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas non plus mesurer nos résultats communicationnels. Donc, je pense qu'il nous faut continuer dans le sens de l'innovation. Et enfin, pour ne pas gêner vos panélistes et monopoliser la parole, je vais insister sur l'étendue de nos initiatives. Dans divers pays, bon, nous, on a QG Jeunes, nous, on a le groupe des jeunes, nous, chacun donne un nom. Il faut ensuite écrire et décrire pour montrer en quoi votre innovation est vraiment une innovation, ce que ça a apporté dans la vie de ces jeunes, parce qu'il faut les suivre aussi. Ils sont jeunes aujourd'hui, pas éternellement. Il faut les suivre pour voir si ceux qui ont été encadrés pour l'école des maris, ils deviennent vraiment des maris modèles, ou alors c'est juste des gens qui, à un moment donné, nous ont côtoyés, sont repartis dans les vieilles habitudes de notre société, et que rien, en fait, fondamentalement n'a changé. Donc, ensuite, c'est une fois qu'on a tout ça, on corrige ce qui ne va pas et on porte à l'échelle. Et c'est pourquoi ces initiatives ne sauraient être l'affaire de projets. Moi, je suis certain que si les gouvernants étaient impliqués très tôt, qu'ils comprennent ce qui se passe, quand on va leur demander d'investir sur l'APF avec des cas d'investissement connus sur l'APF, ils le feraient un peu plus facilement. Mais si nous ne faisons pas les liens entre ce que nous faisons dans nos projets pour aller le dire dans les conférences et que nous continuons de cette manière, pendant longtemps encore, nous allons avoir des initiatives locales, à portée très locale, dont le devenir n'est pas lointain et rien ne sera porté à l'échelle. Or, pour que sensiblement l'APF joue pleinement le rôle et joue pleinement le retour sur investissement qu'on attend, il faut que ça s'inscrive dans la durée, que ça se porte à l'échelle pour essayer de convaincre. C'est pourquoi je me dis que je voulais donner ces aspects, parce que, bon, bien sûr qu'il est déjà 15h30 bientôt et qu'on savait que c'était de 14h à 15h30, heure d'Afrique centrale, ou 13h, 14h30, heure GMT. Donc, je voulais juste apporter ma contribution et vous remercier pour l'initiative. Merci beaucoup. Contribution fortement appréciée, M. Wedraogo. Merci infiniment. Je voudrais signaler que vous êtes le représentant de l'UNFPA en Centrafrique. Chez nous, on dit que vous avez marché sur ma langue. C'était la question, certaines questions que vous avez évoquées étaient, je les attendais dans le chat et elles ne venaient pas. Je m'apprêtais à les poser et je suis bien contente que vous ayez posé vos préoccupations qui, je le pense, sont partagées par vous. La première étant comment on fait pour communiquer avec des jeunes qui vivent dans l'air du temps et qui ont, comme vous l'avez dit vous-même sans mâcher les mots, une vie sexuelle sans être mariés. Comment est-ce qu'on fait pour quand même leur donner l'information vers qui ils vont se diriger et comment est-ce qu'on arrive à embarquer nos leaders religieux de sorte à ce que, sans mettre l'anathème sur ces jeunes-là, ils puissent avoir quand même des informations, soit dans le sens de les ramener sur le droit chemin, sans jugement, avec bienveillance, ou en tout cas de leur donner des informations qui leur permettent de faire des choix judicieux. Je vais rapidement donner la parole à l'imam Sarr, qui, je crois, nous est revenu, donc pour réagir sur ça. Et il y a une deuxième question pour lui et on va essayer d'aller assez rapidement. Même ça, vous avez la parole. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question. Alors, c'est plus un commentaire que je souhaiterais que vous fassiez. Monsieur Wedraogo disait tout à l'heure que vous êtes dans votre rôle de dire que voilà, la religion pose des bornes à des limites
dans ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas. Le fait est que nos jeunes aujourd'hui ont des relations sexuelles avant le mariage. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes-là aient quand même le désir, la possibilité d'aller vers les leaders religieux, tant entendus musulmans comme chrétiens, et réussir quand même à parler de ces questions-là. Et M. Dr Moulay le disait tout à l'heure, sans être jugé, sans être indexé. Alhamdulillah, je vais dire 3 choses rapidement. La première, c'est que l'islam autorise tous les musulmans à venir poser leurs questions aux leaders religieux. C'est-à-dire, quelle que soit la question, quel que soit le problème. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu lui dire qu'il a commis l'adultère. Ce qui veut dire que les jeunes peuvent dire, voilà, moi je suis actif sexuellement, qu'est-ce que je dois faire, etc. La deuxième chose, c'est que islamiquement, nous, on n'a pas à juger les gens, c'est Dieu qui les juge. Donc, nous, on promulgue la loi, on dit aux gens, voilà, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Si vous avez fait ça, c'est ça que vous devez faire pour vous repentir, etc. Donc, on n'a pas à juger les gens, malgré le fait qu'il y a des gens qui jugent les gens. Mais un des savants musulmans disait que nous sommes des prédicateurs, des gens qui orientent les gens, mais nous ne sommes pas des juges. Donc, on n'a pas à juger les gens, ni leur intention, ni leur pratique. Notre rôle, essentiellement, c'est d'indiquer aux gens ce qui est bien et de leur dire ce qui n'est pas bien, et on les aide. Par rapport au conseil, moi je pense aujourd'hui, comme je l'ai dit, les jeunes qui viennent à nos tribunes, c'est tous les jeunes, ce n'est pas des jeunes qui sont des saints, c'est tous les jeunes qui viennent, et ils viennent parce qu'ils veulent discuter de ces problèmes-là. Et eux, ils savent, et beaucoup de jeunes savent aujourd'hui, les problèmes que ça leur pose d'avoir des rapports sexuels très tôt. Vous avez vu, les jeunes nous parlent de grossesse non désirée. Alors, moi, je disais aux gens que sexualité précoce, eh bien, grossesse précoce. Si quelqu'un ne s'abstient pas, nous savons que c'est difficile, mais si vous ne vous abstenez pas, vous allez avoir des grossesses précoces. Donc, on conseille aux jeunes filles l'abstinence, même si on sait que c'est difficile, mais c'est possible. Et on dit aux jeunes garçons également cela, qu'un jeune garçon qui s'intéresse à une jeune fille, ils peuvent avoir un projet de mariage, et ce projet peut durer quelques années. Ils peuvent être ensemble, ils discutent ensemble, mais qu'ils ne tombent pas dans l'acte sexuel où il va y avoir un problème ou d'un côté ou de l'autre côté. Pour synthétiser, c'est dire que par rapport à ces jeunes qui sont actifs sexuellement, chacun d'entre eux, s'il vient exposer son problème, on peut lui donner une solution par rapport à ce que les textes islamiques disent. Et d'habitude, des gens qui posent des questions, et je vous l'ai dit tout à l'heure, un jeune est venu demander au prophète au préalable de lui autoriser la fornication. Donc, c'est dire que ce jeune, à cette époque, qui a vécu avec le prophète, si lui, il pense à ça, à plus forte raison, nos jeunes. Mais il faut leur dire le conseil islamique qu'il faut, et ça, c'est le rôle des imams. Voilà. Merci beaucoup, Imam Sarr. Merci beaucoup pour cette position. Je voudrais faire réagir peut-être le docteur Yero par rapport aux préoccupations de son collègue sur justement les... Ah, vous avez levé la main. Allez-y, voilà. Allez-y, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Oui. Je pense que les préoccupations de Dr Koudago, nos représentants, donc ce sont des observations très pertinentes. Effectivement, ce n'est pas un groupe homogène et il ne faut pas les traiter en tant que tel. Nous prenons toujours c'est vrai que dans un tel panel, on ne va pas venir, peut-être on n'a pas le temps de segmenter toutes les approches, et donc ça fait que bon, ça donne l'impression que toutes les stratégies sont développées de la même manière. Quand on parle d'éducation sexuelle complète, que ce soit dans les cultures scolaires, on prend le soin de les développer par tranche d'âge. Donc, vous avez l'école primaire où nous commençons généralement
dans les CE. Donc, les CE, c'est autour de 7, 8 ans, 9 ans. Et puis, dans les CM aussi, ils ont aussi un volume, comment on l'appelle, modulaire. Quand on partait au collège, la 6e, la 6e, 5e, ils ont un volume modulaire qui est aussi différent de la 4e et la 3e, ainsi de suite. Parce que si vous venez parler de services, quand même, vous n'allez pas venir proposer de la contraception systématiquement à quelqu'un, un jeune de ceux de 6 ou 7, 8 ans. C'est vrai qu'il y a des grossesses hyper précoces. On sait que l'environnement par rapport à l'état civil, ce n'est pas toujours ça. Donc, peut-être il y a des choses qui vous est dit que bon, ben, c'est une fille qui, sur son extrait de naissance à 8 ans ou 9 ans, elle est enceinte. Mais bon, ça aussi, c'est à vérifier. Mais dès que la personne voit ses règles et que la personne peut contracter une grossesse, je pense que selon les normes de l'OMS, toutes les méthodes contraceptives sont éligibles pour cette adolescente. Donc, c'est un peu le traitement de ce genre-là qu'on fait. Il y a des zones extrêmement rouges à partir de 15 ans où les gens sont sexuellement hyper sexuellement actifs, où il faut les surveiller, où il faut accentuer le message, où il faut accentuer aussi les besoins d'utilisation de services. Mais après 24 ans, vous avez des jeunes qui sont étudiants, qui sont dans le monde du travail, qui sont responsables de services, qui sont même souvent mariés. Et donc, le problème, le risque de traiter la question n'est plus la même chose. Et une jeune qui est en couple, bon, s'ils veulent faire le choix d'avoir une contraception, de faire une planification familiale, c'est leur choix, mais je pense que le risque est un peu moindre que par rapport à une jeune fille de 15 ans, 16 ans qui est encore à l'école. Donc, il y a cette segmentation-là qui est... Je vais vous donner 5 secondes pour conclure, s'il vous plaît. D'accord, pour conclure le panel ou bien pour conclure le débat. Donc, je pense qu'il y a... Je souscris à toutes les observations de Dr. Koudaogo, mon représentant, pour dire que il y a quand même besoin aussi d'attirer notre attention sur ce fait-là, et dans les messages, et dans l'offre de services, sur la segmentation par rapport aux tranches d'âge et par rapport aussi aux communautés. Le message n'est pas uniforme pour toutes les communautés. Il y a l'acceptabilité, il y a les préjugés qu'il faut prendre en compte, les rumeurs qu'il faut prendre en compte pour pouvoir bâtir des messages assez solides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. On va donner la parole à docteur Ben Moulay pour ces mots de conclusion. Nous sommes déjà malheureusement au terme du temps qui nous était imparti. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui étaient connectées un peu partout en Afrique qui nous ont suivis dans ce débat. Docteur Ben Moulay, vous avez la parole. Je n'ai pas bien entendu la question. Vous n'êtes pas proche du micro. Ah, alors je disais que c'était surtout pour les mots de conclusion. Nous sommes déjà au terme du temps qui nous était imparti. Et donc, moi, je voudrais, peut-être formuler ça sous forme de questions, vous demander quelles sont les prochaines étapes dans cette prise en compte de ces différents acteurs, leaders religieux et jeunes dans toute leur segmentation, comme a si bien précisé le docteur Ouedraogo, de sorte à améliorer l'accès aux informations, aux services de qualité sur la santé de la reproduction. OK, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde pour ce panel qui est vraiment un panel très important et qui est un panel qui aussi engage le gouvernement, les différents gouvernements. Et vraiment, ce que nous pouvons dire à la suite de ce panel, c'est qu'il faudrait coordonner tous ces acteurs. Il faudrait renforcer la coordination de tous ces acteurs. Il faudrait une meilleure implication des adolescents, des jeunes et des religieux, effectivement, dans tous les processus de conception, de mise en œuvre, d'évaluation des différents programmes, parce que c'est vraiment utile. Il faudrait vraiment s'intéresser à leur formation, à leur orientation, pour une meilleure utilisation de leurs connaissances, parce qu'en fait, tous ces groupes-là ont des connaissances
Et nous devons faire en sorte que nos programmes et nos projets prennent en compte effectivement leurs besoins, le besoin en matière de sensibilisation, que ce soit au niveau des religieux, même le besoin d'utilisation des services des religieux, parce qu'en fait, le paradigme a beaucoup évolué et dans nos régions. Est-ce qu'aujourd'hui, notre offre de services aujourd'hui convient effectivement à toutes ces personnes, que ce soit les religieux ou les jeunes? Et c'est des questions qu'on se pose, donc de pouvoir réadapter effectivement notre offre de services aux besoins actuels et dans le contexte actuel que nous connaissons. Et aussi faire en sorte que les besoins des adolescents et des jeunes soient aussi pris en compte, même dans les zones humanitaires, parce que vous savez que nos pays sont des pays qui sont des pays sérieusement en proie, effectivement, à l'insécurité. Donc, nous devons faire en sorte de pouvoir déployer nos efforts vers, effectivement, les zones humanitaires pour que ces services-là puissent être pris en charge. Nous devons utiliser les outils des jeunes pour mieux les mobiliser. Il faudrait qu'on apprenne à utiliser leurs outils de communication, parce que je disais tantôt que seulement 17% dans la région ont accès quand même aux services. Nous devons faire en sorte aussi de faire en sorte que la gratuité soit effective pour effectivement lever la barrière financière qui empêche l'utilisation de ces services par les adolescents et les jeunes. Donc, faire en sorte que le renforcement de la coordination soit au rendez-vous à tous les niveaux et une meilleure implication des uns et des autres. Je vous remercie infiniment et nous pensons que les prochaines étapes, c'est d'élargir encore effectivement ce panel pour qu'on puisse avoir encore beaucoup plus d'informations et surtout les sentiments des uns et des autres. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je pense que vous avez fait le tour. On va donc donner la parole, mais là, plus brièvement aux autres intervenants pour leur mot de fin. Je voudrais donner la parole pour commencer à l'imam Sarr. Alhamdulillah, moi je pense que nous avons entendu beaucoup d'idées pertinentes et que si tous on s'entraide, c'est possible d'encadrer nos jeunes, de les orienter. Et moi je pense que si les jeunes sont plus entreprenants en allant vers les leaders religieux, ils auront plus d'idées, plus d'éclairage et ils prendront de plus en plus de responsabilités, comme l'a dit le docteur tout à l'heure. Les jeunes qui ont plus de 20 ans, ils vont penser au mariage. C'est les adolescents qui nous inquiètent parce que ils ne fréquentent pas les cercles des religieux parce qu'ils pensent qu'on ne les écoutera pas. Et je pense que dans l'ensemble, si on s'entraide tous dans la sensibilisation, on pourra sauver tous nos jeunes de toutes choses qui peuvent détruire leur vie ou leurs études ou autre chose. Barakallahu fikum. Merci beaucoup, Shukran Saïd. Merci. On va donner la parole à présent à monsieur Yaou. 30 secondes. Allô, monsieur Conan? Est-ce qu'il est toujours avec nous? Oui, je suis là. J'ai parlé sans mon micro était fermé. Sans avoir mis le micro. Okay. Voilà. Je voulais vous remercier pour l'opportunité d'avoir plusieurs spécialités, plusieurs domaines pour débattre de cette question aussi importante. Je pense qu'on en a besoin dans nos pays. Un tel panel organisé à l'échelle d'un pays, je pense que ça peut permettre de dissiper un peu de gros nuages, de bâtir des partenariats et de pouvoir quand même impulser, faire avancer cette question sur l'éducation, cette question des services de santé sexuelle et de la reproduction pour les adolescents et les jeunes, et puis aussi contribuer à améliorer l'environnement, l'environnement social, l'environnement aussi politique et légal. Parce que sans ça, on ne peut pas aussi mobiliser les ressources pour pouvoir mettre en place un certain nombre de services. Donc, je pense que c'est une bonne initiative qu'on pourrait peut-être encourager à l'échelle de chacun de nos pays pour pouvoir aussi mettre des acteurs ensemble et faire booster et impulser les choses. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Merci à vous. Monsieur Kébé, vous avez le dernier mot de ce tour de table. Merci beaucoup. Donc, je remercie tous les panélistes et tous les gens qui ont pris le temps vraiment de nous écouter. Donc, je pense comme M. Moulay l'a dit, qu'il est important quand même d'associer vraiment les jeunes. Et je le dis souvent, tout ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous. Donc, il faut vraiment impliquer les jeunes et mettre les jeunes au devant, qu'on puisse écouter quand même leur point de vue et qu'on puisse quand même prendre cela en considération. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kébé. Merci à PRB et ses partenaires pour cette occasion de discuter sur cette thématique très intéressante de l'interaction entre les jeunes et les leaders religieux pour une meilleure prise en compte de ces questions de santé et de la reproduction. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons parlé du fait que les jeunes sont encore malheureusement dans leur grande majorité à l'écart du système de planification familiale, des services auxquels ils n'ont pas forcément accès. Un, parce qu'ils ne sont pas consultés. Deux, parce qu'ils n'ont pas l'information. Et troisièmement, parce que les structures existantes ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins. Le docteur Ouedraogo le disait fort justement tout à l'heure, des besoins qui sont en plus à séquencer parce que cette tranche que nous appelons jeune est à déclassifier en différents groupes. Il est donc important pour les différents acteurs, que ce soit les jeunes eux-mêmes, mais aussi les autres partenaires que sont les leaders communautaires, religieux et traditionnels, donc, ou encore les organisations de la société civile, les organisations internationales, mais aussi les États, de plus les associés, de se rendre compte effectivement que la non-prise en compte des jeunes dans ce type de programme a un effet négatif sur les résultats. On a parlé de grossesse précoce, on a parlé de décès maternel évitable, 30% des adolescentes, on a parlé de valeurs qui se perdent. Et donc, il est important que tous les acteurs se disent que plus les jeunes ont accès à l'information, plus ils ont accès à une information bienveillante. Je reviens sur ce que le Mamsar a dit, les religieux ne sont pas appelés à juger, mais à donner la bonne information. Les jeunes aussi doivent avoir, comme a dit l'imam Sarr à nouveau, on va dire ça, le courage, c'est le mot qui me vient à l'esprit, le courage d'aller demander l'information, car c'est leur droit, en religion comme dans la société, de demander pour obtenir la vraie et la bonne information. Plus de coordination également entre les différents acteurs, plus de suivi et évaluation également en ce qui concerne les résultats des actions qui sont menées. Elles sont nombreuses et diverses on n'a pas forcément un retour sur l'impact qu'elles ont réellement sur les personnes qui en sont bénéficiaires. Et donc, les acteurs gagneraient à plus travailler ensemble de sorte à ce que leur impact soit le plus large possible. Merci à nouveau à chacune et à chacun d'avoir été avec nous. Ça fait un peu plus d'1h30 que nous discutons. Merci Oumou, merci à tous. À Gilles, à Marissa, à tous ceux qui se sont connectés d'un peu partout. Et puis, comme l'a dit M. Yao, on espère que cette initiative-là sera dupliquée au niveau national parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire et les contextes nationaux ne sont pas forcément les mêmes, même si nous partageons une communauté de destin dans la zone sahélienne. Merci beaucoup. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 24. J'espère que vous serez tout aussi nombreux, voire plus, pour continuer à discuter. Je vous souhaite une belle après-midi. À bientôt.